Donc voilà, donc en fait pour démarrer la table ronde, je vais appeler Geneviève Ferron à me rejoindre, Cyril Vu, Alexandre Duige et Florence Guémy. Alors pour démarrer en fait, donc s'il y a encore dans la salle des gens qui ne connaissent pas Geneviève, je pense que ce serait utile que tu te présentes, rapidement ton parcours, quand tu as, en quelle année tu as créé le cabinet Profil et pourquoi, et peut-être conclure en exposant les enjeux de la gouvernance au XXIe siècle. Toujours un. Ah, c'est bon là, je crois que vous m'entendez bien. Oui. Pas encore. C'est bon là. On va y aller. Je me présente. Alors Geneviève Ferron-Creuset. Effectivement, un parcours dans la finance durable, dans le développement durable en entreprise, administratrice aussi dans des CA. Et pourquoi j'ai créé Profil en 2013, je l'ai co-créé, co-fondé avec une amie de 25 ans, Virginie Segers, tout simplement parce qu'on avait envie à notre échelle et on s'est fait un peu plaisir en fait. Une sorte de parcours où, on va pas se raconter nos vies, mais on est arrivé à un moment où on s'est dit, on est toujours pétri de la conviction que les sujets qu'on porte et qu'on représente, elle, plutôt du côté de l'entrepreneuriat social, de la philanthropie entrepreneuriale, et moi, du côté de la finance durable et du développement durable en entreprise, dans des grandes entreprises, il y a probablement un chemin, une ligne de crête pour contribuer au bien commun, en se débarrassant peut-être de croyances d'oripeaux ou peut-être de pratiques qu'on considérait comme obsolètes ou non performantes dans la représentation qu'on avait de la performance. Voilà. Donc Profil, c'est un centre de recherche et ça c'est intéressant, c'est pour ça que je suis là, et de conseil en stratégie. La recherche, ça nous permet, avec des partenaires comme la HLU, de mener des travaux avec des chaires académiques sur des sujets qui nous paraissent fondamentaux pour régénérer le capitalisme. On n'est pas anticapitaliste au sens intrinsèquement, mais c'est de se dire qu'est-ce qui a foiré, quoi. Voilà. Donc on essaye de voir s'il n'y a pas une possibilité, notamment dans les modèles de gouvernance et les modèles économiques, et après les modèles d'évaluation, s'il n'y a pas en germe des éléments qui pourraient inspirer, voire nous aider à construire une nouvelle architecture. Voilà pour Profil. Et c'est très chouette Profil, et on est très heureux, et on est 15, et on est une petite équipe très vitaminée. La deuxième question, c'était la gouvernance au XXIe siècle. Les enjeux de la gouvernance au XXIe siècle, d'après toi? En 3 minutes, hein? Oui. Alors, en fait, je vais tenir 3 minutes, j'ai bossé quand même. C'est plutôt la question pour moi de revenir aux fondamentaux de qu'est-ce qu'était le capitalisme au sens mobiliser des capitaux pour entreprendre, construire, fabriquer, proposer quelque chose qui soit utile à la société dans une approche plutôt répondre à des besoins essentiels et faire en sorte que cette utilité se concrétise dans un partage de la valeur, soit à travers le bien ou le service qu'on consomme, soit à travers justement la mobilisation d'intelligence, de force au service d'une pensée, d'une vision commune des modalités de création et de partage de la valeur. Alors, revenir aux fondamentaux, c'est peut-être revenir à une logique de risque, mais une vraie logique de risque par rapport à une logique de rente. Parce que là, on a l'impression qu'on est un peu cadenassé. Certains savent très bien comment produire de la rente et une rente extractive extrêmement performante, mais qui ne ruisselle plus vraiment. Et toujours dans une extension du domaine de cette rente. Donc revenir peut-être à une logique de risque, plutôt ciblée sur la notion d'utilité et d'accès aux services essentiels, parce que de toutes les façons, à 4 degrés, si on arrive encore à maintenir les services essentiels, on sera content. Cette logique, bien sûr, de se dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau et pas de nouveau au XXIe siècle. Il y a toujours eu du renoncement. La question du renoncement, elle n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu des technologies qui étaient obsolètes, qui ont été remplacées. Il y a toujours eu des réglementations. Il y a toujours eu un mouvement qui fait que la représentation du pouvoir, du partage de la valeur, elle a toujours évolué. Ce qui est vraiment au XXIe siècle nouveau, c'est la disponibilité de la nature, c'est les limites planétaires.
Dans le donut, vous connaissez peut-être tous le donut de Kate Raworth, du Stockholm Residence Center avec les 9 limites planétaires, et Kate Raworth a introduit le plancher social. En fait, le plancher social, on l'a dès le début du capitalisme, même dès le début de l'industrie. On se pose la question de la dignité de la personne humaine au travail, de la décence, de comment protéger les plus faibles, etc. Mais ce qui est vraiment nouveau au XXIe siècle, c'est cette notion de limite planétaire, c'est-à-dire d'habitabilité de la Terre, de disponibilité des ressources. Et donc ça amène à une forme de renoncement pour laquelle on n'a pas du tout été, enfin en tous les cas les dirigeants n'ont absolument pas été préparés. En tous les cas, ceux et celles qui sont en ce moment à la tête des entreprises, je pense plutôt à la concentration du capital dans les boards. Encore récemment, parce que dans une autre vie, dans la même vie, je suis vice-présidente du Shift Project. Et on avait, le Shift, pas moi, mais on avait conduit une étude avec l'Institut français des administrateurs sur la sensibilité des administrateurs à ces sujets de limites planétaires, particulièrement du carbone. Et c'était alarmant de voir le degré de méconnaissance ou même de croyance erronée. En fait, la technologie va nous sauver, donc sans couture, et ça va le faire. Et franchement, on comprend pas pourquoi vous vous excitez. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau au XXIe siècle. Et donc pour moi, c'est ce rapport à la maîtrise de la nature et toutes les solutions de géo-ingénierie qui, à mon avis, ouvrent encore de nouveaux sacrés chemins de rente. Donc, où est-ce qu'on revient sur l'humain et sur des techniques, des approches beaucoup plus entre guillemets permaculturelles. Et puis la dernière chose, c'est la gouvernance des communs. Donc, la gouvernance des communs, c'est de se dire, les 9 limites planétaires, les 12 fondations sociales sont des communs. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on peut avoir une gouvernance qui permette d'investir dans ces communs? Donc de réinvestir dans l'éducation, la santé, les grands communs environnementaux, parce que faut pas oublier une chose, c'est que la liberté d'entreprendre, elle existe et ça a été un acquis positif de la Révolution française, la Révolution industrielle, etc. Maintenant, une gouvernance qui irait jusqu'à contraindre cette liberté d'entreprendre en trouvant une forme de boussole sur ce qui est utile ou pas utile, ça paraît très compliqué à imaginer. Donc, ça veut dire que ça repose sur vous, la HLU, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour manager et gouverner des entreprises en prenant soin des communs et en étant des bons ancêtres. Voilà. Si je fais plus de 3 minutes, malheureusement. Merci beaucoup Geneviève. Et justement, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des alumni, donc des HLUMI, sur cette table ronde, qui sont tous des dirigeants engagés, qui ont engagé des changements. Et donc l'idée, là, simplement pour qu'on se rende bien compte des différentes typologies d'entreprises et de secteurs, je vais vous demander de vous présenter de manière assez complète vos fonctions, mais aussi de présenter l'activité et où vous en êtes aujourd'hui dans ces transformations de gouvernance. Sans aller plus loin, on va approfondir après. Ok, donc Florence. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Florence Guémy, je suis directrice générale du groupe Bayard. Je suis membre du directoire. Notre gouvernance est une gouvernance collective. Bayard est une entreprise de médias qui a 150 ans d'âge. On vient de fêter les 150 ans. C'est une entreprise qui regroupe des marchés très divers, un marché jeunesse assez florissant, un marché religieux parce que cette entreprise dépend d'une congrégation de prêtres, donc c'est un actionnariat extrêmement particulier. Et puis un marché grand public senior autour de Notre Temps, qui est une marque emblématique. Pour la jeunesse, les marques emblématiques, c'est Pomme d'Api, Jamir, etc. C'est des métiers de presse au départ, à l'origine, aujourd'hui d'édition. Et bien sûr, nous sommes touchés, comme tous les médias, par la transformation numérique. La transformation numérique, c'est une nouvelle culture. C'est l'apport de la technologie dans la possibilité de rejoindre des publics. C'est des énormes investissements. C'est aussi faire face à des usages qui évoluent profondément. Voilà, à notre taille d'entreprise, c'est une transformation énorme, voilà, qui crée des obligations d'investissement et des enjeux d'avenir qui sont parfois un peu complexes à déterminer parce que l'avenir, on le sait, il est incertain et les modèles économiques, voilà, doivent se construire progressivement. Voilà, donc beaucoup de défis dans cette entreprise et il se trouve que nous venons d'être entreprise à mission depuis janvier 2023. Dans cette période un peu particulière, j'y reviendrai parce que effectivement, c'est un sujet qui peut éventuellement dissonner avec l'urgence du court terme.
Bonjour, donc Cyril Vu, donc président de Seabird, et ravi de vous accueillir, et également président de Seabird Impact. Seabird, c'est d'abord une société de conseil spécialisée dans la banque, l'asset management, l'assurance, 250 collaborateurs, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui existe depuis une quinzaine d'années. Et donc ça, c'est une boîte qui est une boîte de conseil indépendant qui aurait pu prendre une trajectoire assez classique. Quelques associés un peu malins se réunissent, recrutent des gens, font du business, gagnent plein d'argent, c'est génial, dans une reproduction assez standard de ce qu'on peut réussir à faire quand on a fait une grande école et que on est bien introduit. Et c'est une route qu'empruntent beaucoup de gens, et pourquoi pas. Et effectivement, on a bifurqué en 2018. On a commencé à bifurquer en 2018 et on s'est dit, tiens, il y a quand même des trucs qui se passent là à horizon 10-20 ans. Finalement, est-ce qu'on peut être aujourd'hui dirigeant comme on l'a été dans les années antérieures, et surtout quelle est notre responsabilité, et si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Alors je le disais un peu en boutade dans la vidéo, c'est un peu excessif, mais la réalité c'est que si on ne fait rien, c'est probablement un risque assez majeur pour les élites. On s'est dit tiens, je vais essayer d'explorer de nouvelles formes de gouvernance en donnant, pour rebondir sur ce que vient de dire Geneviève, une plus grande part à l'utilité de ce qu'on fait, donc en faisant monter au capital une fondation actionnaire qui a aujourd'hui 23% du capital, en travaillant sur le sujet des planchers sociaux, donc en démocratisant l'accès au capital, parce qu'il y a un FCPE salarié que grâce à Jérôme Dédéian, patron d'ERES ici présent, nous avons monté il y a maintenant 4 ans. Donc aujourd'hui, on a quand même 16% des collaborateurs qui sont associés au capital, dont 5% au travers du FCPE. Et on s'est transformé en société à mission, on est devenu Benefit Corporation. On a des offres de conseil tout à fait compétitives par rapport à nos confrères dans le secteur financier, sauf que on partage différemment la prise de décision et la valeur, et on essaie de travailler de nouvelles formes de gouvernance en y mettant véritablement l'humain au centre et pas juste sur un slide ou sur un site internet. Voilà, donc c'est ce qu'on explore, c'est passionnant, c'est difficile, et on fait ça avec, j'espère, la plus grande humilité, parce que naturellement on n'a aucune recette à appliquer, on défriche. Et je passe la parole à Alexandre. Bonjour à tous. Donc moi, Alexandre Duyet, je suis à la fois un dirigeant du groupe Naos, donc Naos, les marques Bederma, etc. Et je suis président du fonds de dotation qui est propriétaire de Naos, fonds de dotation propriétaire à 98%. Donc l'entreprise Naos appartient aujourd'hui à un fonds de dotation. Moi, je suis la génération 2, entre guillemets, je vais le nommer comme ça. La génération 1, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est une personne qui concentre à la fois généralement la propriété, donc le rôle d'actionnaire, on va appeler ça comme ça, et il est aussi dirigeant. Et donc dans une deuxième génération, c'est compliqué de gérer ça, et d'autant plus dans une entreprise qui, dans une deuxième phase de sa vie, lui concentrer évidemment la raison du pourquoi il a créé la société, le pourquoi, le but, l'objectif, la mission. Il concentrait ça, il concentrait aussi la destinée, l'argent en tant que revenu et propriétaire. Et donc demain c'est plus ça. Et quand on est face à cette équation, on n'est pas forcément bien armé. Dans le monde d'aujourd'hui, et les écoles vous donnent pas exactement la solution de se dire tiens, comment vous faites? Elles vous forment en compétences, elles vous forment éventuellement, et puis elles vous aident, elles vous accompagnent dans votre expérience. Mais par contre, dans votre intuition et dans le fait de se dire il faut prolonger cette mission, cet objectif, et l'entrepreneur demain il est plus là. Moi je suis cette génération qui est un peu qui peut se poser la question, et puis qui du coup ne devient plus actionnaire comme un autre, puisque je suis plus vraiment actionnaire en termes de revenus rentiers. On parlait tout à l'heure séparation entre celui qui a pris des risques, l'entrepreneur, et le rentier en génération 2, 3, 4 qu'on voit souvent. Donc c'est plus le cas. Et donc moi je suis le gardien d'une mission et d'un objectif, et donc il n'y a pas d'école qui vous forme à ça, donc il a fallu la créer. Voilà. Raison pour laquelle je suis là.
Merci beaucoup à tous les trois. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on prendra vos questions à la fin, plutôt parce que comme c'est des sujets assez techniques des fois, pour pas perdre le fil, on les prendra tout à l'heure. Donc notez-les si vous en avez. Alors en fait, entre juin 2021 et début 2023, HLU et Profil ont mené une étude d'impact et de réflexion sur la transformation de la gouvernance par l'intelligence du cœur, en s'appuyant sur un terrain unique d'étude qui était la promo 1 du parcours d'Executive Education, qui s'appelle Du cœur aux actes, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc avant de peut-être partager les temps forts de cette étude, je voulais poser quelques questions à Geneviève. Je voulais savoir s'il y avait une taille critique en termes de maturité d'entreprise pour commencer à engager ces réflexions de gouvernance. Ça, c'est la première question. Je les mets par deux, comme ça. Et une autre, c'était quels sont les prérequis pour une gouvernance alignée par le pouvoir du cœur? Alors, effectivement, donc on a tous été des cobayes, parce que Profil aussi, d'une certaine façon. Donc cette promo est 7 personnes de mémoire. Vous étiez 7 plus 12, mais il y en a donc participé effectivement qui ont répondu. Oui, pour l'étude, vous étiez que 7. Et ce qui était intéressant pour répondre à ta première question, la taille critique, c'est pas une question de taille critique, en fait. Après, on pourrait dire, mais on les avait pas dans l'échantillon, donc il faut que j'essaye de répondre aussi par rapport à l'échantillon, puis en général. De mon expérience, la taille critique, c'est plutôt, je transforme en prérequis, c'est-à-dire que c'est pour moi l'indépendance qui est vraiment un prérequis. Après, des entreprises qui sont extrêmement lourdes, je pense que c'est compliqué de réinitialiser un process sur l'intelligence du cœur. Des entreprises où il y a un éléphant sur la table, c'est compliqué. Un éléphant sur la table, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des personnes décalées, ça peut être des problèmes qu'on n'a pas résolus, justement par manque peut-être d'exigence ou voire d'intelligence du cœur aussi. Donc c'est pas tellement une question de taille ou de structure, même si évidemment il y a des gouvernances qui sont plus ou moins manœuvrantes et des entreprises plus ou moins matures dans leur processus. Mais ce qu'on a observé, que c'était plutôt parce que ça revient au cœur du sujet, la décision d'une personne ou d'un groupe de personnes de regarder autrement pour précisément laisser cette intelligence du cœur, donc vous savez toujours pas ce que c'est, à se déployer. Mais en fait, c'est une question de courage, d'audace, c'est de l'empathie, c'est aussi de l'intuition. Mais comment s'approprier, se faire confiance, se sentir suffisamment légitime pour poser des questions que dans des organisations extrêmement verrouillées, structurées et pour autant performantes au moins à court terme, on s'autorise pas à poser. Donc la question de la maturité de l'entreprise, c'est plutôt la maturité des personnes qui sont en pouvoir de la transformer. Mais donc ça peut se penser dès la création d'une... Ça peut se penser dès la start-up, et très souvent dans les start-up, il y a cette volonté très forte d'égalitaire, et puis ça se perd aussi beaucoup dans les limbes, parce que ce que je vois dans les start-up, c'est qu'on revient, mais c'est aussi la façon dont on veut raconter le récit de la start-up, c'est qu'on va hyper personnaliser les fondateurs et les fondatrices, et donc on va revenir dans les mêmes travers d'hyper personnalisation, ce qui n'est pas non plus propice. Donc ça peut s'envisager absolument partout. Et pour terminer, je dirais que l'intelligence du cœur, c'est quelque chose, c'est une cellule souche qui peut se mettre dans une start-up, dans une scope aussi. C'est pas parce qu'on est une coopérative que tout va bien, pas du tout. Et mais donc c'est très lié quand même à l'indépendance et à la maturité des personnes qui le portent. Ok, Cyril. Oui, et pour compléter ce que vient de dire Geneviève, c'est vrai que quand on est une société de conseil, par exemple, indépendante, qu'on a un actionnariat réparti entre 2 personnes puis une personne, se mettre d'accord avec l'actionnaire majoritaire, le président, enfin que le président, le directeur général et l'actionnaire majoritaire, qui ne forment qu'une seule personne, se mettent d'accord pour infléchir la gouvernance, naturellement, ça va très vite. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous, on fait ça en toute humilité, parce qu'on avait des leviers extraordinaires. Si à l'autre bout du spectre, on compare ça à une boîte cotée qui a un flottant de 70%, un actionnariat très éclaté, un directeur général qui n'a pas la confiance de ses administrateurs, ça va être compliqué. Il peut être très intelligent du cœur, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on n'est pas naïf non plus sur le fait que pour mettre ça en œuvre,
il y a des contextes plus ou moins favorables. Après, le sujet effectivement du courage, de ce qu'on porte, c'est très important. Et il y a quand même les leviers aujourd'hui de ce qui se passe dans la société et de la toile de fond des technologies, de la démographie et de l'environnement qui, quand même, sont des leviers qu'il faut réussir à actionner par l'influence pour trouver des alliés, pour réussir à faire basculer finalement le paradigme ambiant dans, justement, peut-être on en parlera, la post-croissance, pour penser et voir les choses différemment. Donc juste pour finir sur ce point-là, est-ce que il y a des marqueurs qui te permettent de déceler quand tu as un prospect ou un futur client qui te vient te voir pour engager ces transformations? Ça t'est déjà arrivé de leur dire ça me paraît pas une bonne idée maintenant? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est pas une bonne idée maintenant. Alors déjà, la question de la très grande entreprise, elle ne vient pas nous voir. Donc je préfère le dire parce que ça sort un peu de ce spectre-là. Ou alors, la grande entreprise, elle va plutôt aborder ces sujets-là à travers une réflexion posée par des dirigeants, les dirigeantes, plus principalement les dirigeants, à travers des coachs. En fait, il va plutôt y avoir cette idée, ça dysfonctionne, je pense que je dois me faire entourer, ou un mentor, ou un coach. Et donc, c'est plutôt cette voie qui va être empruntée pour un travail sur soi, un travail réflexif, introspectif, trouver peut-être les moyens de, comme tu dis, débugger des situations où franchement, personne n'a envie d'y aller. C'est très lourd, c'est très compliqué. Le modèle économique s'enlise, les demandes des actionnaires sont contradictoires, etc. Et donc, il faut trouver la voie de passage. Et là, ça peut être une solution pour revenir après et poser des actes, voire peut-être renverser la table. Mais ça revient encore une fois. Nous, ce qu'on va regarder, c'est la maturité, donc quelles que soient la façon dont on s'outille dans cette maturité, même si on a un fond déjà favorable. Après, c'est la question, encore une fois, de l'indépendance, c'est-à-dire de la possibilité de le faire. Si vous êtes si vous êtes la génération numéro 3, complètement coincée, avec une charge mentale, avec le poids de l'histoire, avec le regard des autres qui sont toujours là, qui n'ont pas laissé encore la main. Enfin, donc oui, très concrètement, c'est ça, c'est dans des jeux générationnels où on sent que la génération qui est fondatrice, qui est ultra légitimée, ne veut rien lâcher et ne comprend plus grand-chose au monde qui arrive. Ça, c'est extrêmement difficile, donc on va plutôt travailler comment est-ce qu'on fait. C'est pas ton cas du tout, hein. Là, c'est plutôt Jean-Noël, il met du vent dans les voiles, donc c'est pas. Mais ça peut être ça. Donc non, ça peut être un dirigeant d'une très grande entreprise très isolée, mais plutôt aller vers une autre forme de soutien. Après, ça, ne pas y aller, ça suppose aussi qu'il y ait des non-dits et en tous les cas, dans la structure organisationnelle et dans le partage de l'information, qu'il y ait vraiment des choses à travailler en amont. Et après, le cas le plus fréquent, c'est dans la structure même juridique, dans la façon dont on a posé les chartes d'actionnaires ou les règlements intérieurs, ou tout ce qui est relatif au droit de vote, tout ce qui est relatif au partage des pouvoirs associés à la propriété, qu'il y ait des choses à faire craquer. Donc c'est un petit peu un diagnostic et un inventaire pour être plus indépendant et plus libre, des choses qu'on peut faire tout de suite, comme mieux partager l'information, le pouvoir, des choses qu'on peut mettre en place avec des gouvernances, on va y revenir, plus adaptées à ce sujet de la possession, des possessions ou création, partage de la valeur. Et puis pour terminer, on l'a en soi ou on l'a pas. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qui difficilement, j'ai pas encore trouvé comment ça pouvait se transmettre, le virus de l'intelligence du cœur. Surtout dans un moment où les modèles économiques sont très chahutés et ça va pas s'arranger. Et on a plutôt tendance à revenir à notre mémoire de forme et à nos croyances. Et donc quand les croyances sont trop fortes, nous on n'est pas là pour opposer une autre croyance. Donc voilà, c'est ça les limites. Ok. Alors avant de passer à la partie suivante, plus sur le côté humain, frein, levier, intelligence du cœur, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter par rapport à l'étude en question? Parce que moi j'avais, pour conclure, simplement noté qu'il y avait quelques prérequis, donc l'existence de dispositifs juridiques qui encadrent et protègent, le partage du pouvoir et l'émergence d'un cœur collectif. On en parlera juste après. Tu voulais ajouter quelque chose? Alors, après vous m'écouterez plus, donc vous allez les écouter. Oui, il est évident qu'il y a des structures juridiques qui facilitent. Donc ça, c'est ce ça a fait l'objet de belles études chez Profil, les fondations actionnaires, les entreprises à mission.
Ce qui est très important, c'est que le dirigeant ou la dirigeante, il passe, il transmet. À un moment donné, qu'est-ce qu'il laisse en termes de vision, d'héritage. Et il y a des formes, enfin il y a plutôt des statuts, des formes ou des organisations qui permettent de transmettre les valeurs, plutôt être gardien des valeurs ou d'un héritage. Donc l'entreprise à mission, c'est intéressant parce que c'est un statut qui précisément, clairement indique que les actionnaires se sont mis d'accord pour allouer une partie des ressources à des sujets qui relèvent plutôt de l'intérêt général. Et aux États-Unis, ce statut, il est même dérogatoire, donc il est extrêmement puissant. Donc ça permet aussi de se protéger par rapport à une interprétation des devoirs fiduciaires extrêmement stricte sur la création de valeur financière. Donc on voit la puissance que ça, c'est-à-dire que nous, les actionnaires, on a soldé cette question en amont, on a décidé que notre argent, on allait le mettre aussi pour des causes à une majeure sociale, environnementale, culturelle, scientifique. En France, ce statut, il est performatif, mais il purge aussi la question au niveau des actionnaires, puisqu'il faut un vote de 2/3 des actionnaires pour devenir entreprise à mission, et donc inscrire dans ces statuts que oui, on va privilégier telle forme de création de valeur, pas forcément au détriment d'une autre, hein, mais c'est quelque chose qu'on va faire en gardant bien sûr, on va être rentable, performant, mais on ne perd pas de vue l'utilité, comme tu as dit, Cyril. Et la fondation actionnaire, c'est quelque chose de plus ultime, de plus radical. C'est que ça attaque la question de la propriété, ce que ne fait pas l'entreprise à mission. Donc c'est la volonté des fondateurs, fondatrices de l'entreprise de se déposséder. Donc c'est un modèle de propriété, de transmission, de se déposséder de tout ou d'une partie du capital pour le mettre dans un véhicule philanthropique, fonds de dotation en l'occurrence, et donc c'est irréversible, et donc ce véhicule philanthropique se retrouve actionnaire de l'entreprise, donc il y a une double mission économique et philanthropique, avec bien sûr un message très clair qui est envoyé au marché, aux parties prenantes, aux salariés, etc. Alors ça ne veut pas dire que statut fait vertu, pas du tout, ce serait trop simple, mais c'est évident que c'est quand même des marqueurs, et en l'occurrence on a parfois des combos entreprise à mission, fondation actionnaire. Et vous avez Cyril ici qui est là, et d'une certaine façon, Bayard, dont l'actionnaire est une association, donc c'est des formes hybrides, donc il y a de la latitude, voilà. Et après, ça ne veut pas dire que ça dispense d'une réflexion et d'un travail sur soi. Voilà. Ben justement, la transition est parfaite, donc c'est pour Cyril la prochaine question. Toutes ces transformations, ça soulève quand même beaucoup de choses assez profondes. La question de la possession, de la dépossession, enfin ça demande une certaine verticalité émotionnelle aussi pour engager ces changements. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel a été ton plan de vol intérieur pour aboutir à cette décision de monter la fondation actionnaire, et quelle était ta motivation première et à quoi il a fallu renoncer? Alors moi je suis un Rastignac du XXe siècle, hein, à ma façon d'une certaine manière. C'est-à-dire que je suis parti de chez moi, j'avais un pull. Et j'ai fait de bonnes études, j'ai voulu gagner de l'argent, j'ai probablement voulu conquérir une place sociale, éventuellement même prendre une forme de revanche. Et j'ai cru pendant longtemps que c'était ça ce que je devais devenir. Et puis j'ai épousé une femme formidable, j'ai eu des enfants et qui eux ont bénéficié d'un confort matériel beaucoup plus important que le mien au départ et d'un capital culturel, social plus important également, même si le mien n'était pas négligeable non plus. Et puis j'ai rencontré des personnes comme Geneviève, j'ai rencontré des personnes comme Virginie, j'ai rencontré des personnes comme Hélène et plein d'autres personnes très inspirantes. Je me suis intéressé beaucoup à ce sujet de ce qu'il y avait à horizon 20-30 ans et je me suis rendu compte qu'il se passait un truc là dans un momentum assez court que l'humanité n'avait jamais connu, à savoir qu'il y avait 3 chocs très importants qui venaient secouer nos sociétés: un choc technologique, intelligence artificielle, environnemental, démographique et social, 10 milliards d'habitants presque à horizon 2050. Donc ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité sur un momentum de temps très court. Je me suis dit, bon, quelle responsabilité j'ai maintenant que j'ai entre guillemets réussi dans les codes de la réussite que véhicule notre société. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait mes enfants, ils avaient déjà beaucoup de capitaux sociaux, culturels, génétiques aussi. Il se trouve qu'ils sont pas bêtes et qu'ils font de bonnes études. Et donc je me suis dit, ok, mais est-ce que ça a du sens, notamment de leur transmettre le fruit de mon travail, qui est en fait
le fruit aussi de beaucoup de chance et d'un capital initial que j'ai fait fructifier, un capital génétique notamment, culturel et social dans une moindre mesure. Et toutes ces réflexions m'ont amené à me dire, mais en fait, cette place que tu voulais conquérir, en fait, c'était une étape. Que la réalité de la place qu'il faut conquérir, c'est plutôt, ou là où il faut aller, c'est plutôt réussir à développer, à transmettre ce qu'il faut transmettre aux générations futures, en particulier à mes enfants. Et aujourd'hui, je suis très aligné avec mes enfants parce qu'ils ont en partie renoncé à hériter d'une part significative de ce que j'aurais créé, et on est convenu avec eux et ma femme d'en transmettre une partie très significative à la Fondation Actionnaire, parce que on a ce qu'il faut, et surtout ils ont eux déjà beaucoup de choses pour eux. Et dans le monde qui vient, le sujet du partage, c'est même plus une option selon moi, puisque le gâteau il fait 40 000 kilomètres de circonférence, et on n'est pas encore sur la Lune ni sur Mars, donc il va falloir qu'on partage un peu plus, et plus j'en prends, moins il y en a pour les autres. Pour moi, c'est une certitude désormais. Et donc voilà, et, ayant conscience de ça, je me suis dit, en fait, c'est bon, moi j'ai assez, on a assez. En revanche, il y en a plein qui n'ont pas assez, et le sujet des inégalités est un sujet central, à mon avis, qu'il faut, quand on est dirigeant et quand on a du pouvoir ou de l'argent, s'attacher à résoudre. Très bien, très clair. Avant de passer à Florence, juste une dernière question pour Cyril, à travers la Fondation, donc... qu'est-ce que vous souhaitez apporter à travers les projets philanthropiques, justement? Alors, quand on a créé la fondation, on a justement voulu créer une fondation qui soit pas une fondation à l'américaine, qui n'a rien à voir avec le business. Pourquoi? Parce que je pense que la distinction entre philanthropie et économie, ou entre lucratif et non lucratif, et Yann est bien placé pour en parler, c'est une séparation artificielle. Et en France, Bercy est très soucieux de garder la séparation entre les deux. Et donc, quand il s'est agi de créer cette fondation actionnaire, plutôt que d'aider, par exemple, les petits-enfants vietnamiens ou cambodgiens, je suis d'origine asiatique, et naturellement, spontanément, moi ou ma famille aurions eu plutôt envie d'aider, par exemple, des enfants du sud-est asiatique, eh bien, je me suis dit, mais non, créons un écosystème où il y a une fondation actionnaire, une jambe philanthropique, mais qui résonne avec le business de la société. Alors, parce que ça peut un peu lui profiter, mais surtout parce que c'est cohérent. Et donc aujourd'hui, on n'est plus simplement une société de conseil, on est un écosystème de conseil. On a une fondation actionnaire qui accélère ou accompagne la transition du secteur financier. Donc on a monté une chaire de recherche avec l'Institut Louis Bachelier et la Fondation du Risque sur mesurer autrement pour un monde durable et soutenable sur le secteur financier. Et donc on fait des études et de la recherche dedans, et notamment avec Profil. On a un programme d'égalité des chances pour faire venir au métier de la finance des jeunes Master 2 qui sont souvent un peu discriminés du fait de leurs origines sociales ou ethniques. Et puis enfin, on a un programme d'incubation de start-up à impact. Et là, on est en train de travailler, par exemple, sur un produit de multirisque habitation inclusif pour les quartiers prioritaires de la ville, avec une association qui s'appelle Voisins Malins, dont la présidente est une HLUNI, également de la Promo 1. Donc voilà, on a des actions en faveur de l'intérêt général dans le secteur financier, qui résonnent beaucoup avec l'activité de la société de conseil. Et donc, on a un écosystème philanthropico-économique, on l'appelle comme on veut, on s'en fiche. En fait, on a un écosystème surtout durable qui ne fait pas de distinction entre l'économie et la philanthropie, parce que ab initio, on se dit, quand on fait les choses, il faut les faire de manière durable et soutenable et utile. Voilà. Très bien. Alors, Florence, toi, tu as un statut un peu différent, puisque tu es dirigeant salarié, et dans une entreprise qui est aussi particulière à la base. Et pourtant, tu as été moteur dans le passage du statut à société à mission et dans la création d'un fonds de dotation chez Bayard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique, comment ça s'est passé, quels ont été les freins, les réussites, les obstacles, voilà. Alors, c'est vrai que... On entend ? Oui. Déjà, ce qui me distingue de Cyril, c'est que j'ai du mal à dire « je », parce que effectivement, je me sens... au cœur d'un projet, d'une aventure collective, plus que entrepreneur personnel de quelque chose que je démarre, puisque je suis héritière d'un projet qui a 150 ans d'âge. Donc, vraiment, je me sens de façon, je me sens très, très, très différente en termes de positionnement. Et c'est vrai que on décrivait la capacité à agir, la marge de manœuvre du dirigeant, le dirigeant créateur qui va dans le sens de sa vision, et puis l'entreprise cotée qui a toutes ses contraintes. Je me situe un peu entre les deux, c'est-à-dire on n'est pas une entreprise cotée, on ne dépend pas de capitaux extérieurs. C'est une congrégation qui a créé
cette œuvre entreprise, c'est comme ça qu'on la nomme, c'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment la notion de mission. Elle n'est pas nouvelle pour Bayard, elle était à l'origine de sa création. Donc, ce cœur collectif, il existe dès l'origine, et le projet, il a toujours emporté sur l'argent et sur la finance. La congrégation ne demande pas de dividendes à Bayard. C'est au service de la création, au service du développement de l'homme. Donc, on est vraiment sur des valeurs humanistes extrêmement profondes. Et donc, mon sujet, en tant que dirigeante, tombée dans le projet Bayard depuis 30 ans, plus de 30 ans, passionnée par ce projet, c'est de m'en sentir une digne héritière pour pouvoir le faire perdurer pour les 150 ans qui viennent, enfin de contribuer à ma petite mesure à cela. Bon, tout ça ne va pas de soi, tout ça n'est pas simple parce que effectivement il y a des freins. Le premier frein, c'est notre actionnaire qui dit mais la mission finalement c'est pas nouveau, je l'ai créé, donc pourquoi être entreprise à mission alors que nous le sommes déjà? Et que nous avons écrit des projets qui faisaient des pages et des pages très intellectuelles, très impliquées, très belles, pour décrire Bayard d'année en année, enfin de 10 ans en 10 ans. Donc cette entreprise, elle s'est toujours conçue dans un enjeu d'intérêt général depuis son origine. Bon, simplement aujourd'hui, cette entreprise, elle se bat dans un marché beaucoup plus compliqué, et que le projet, il faut le faire vivre. Il faut lui donner sa modernité, son actualisation. Et la loi Pacte est arrivée, qui nous a donné ce prétexte, en fait, à le revivifier, je veux dire. Donc, mon sujet, il a été vraiment d'embarquer l'actionnaire dans cette conscience que ce n'est pas être dépossédé que de susciter une réflexion sur la mission au sens d'une réappropriation par le collectif de l'entreprise. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait dans une logique où cette entreprise, comme vous l'avez compris, est très importante pour moi. Elle me paraît très décisive même pour la société, parce que ses propos sont libres, sont indépendants, et vont dans un sens qui me paraît aller dans le bien des hommes et des femmes qui en sont les lecteurs et qui bénéficient de ces services. Donc voilà. Donc mon propos a été surtout de ne pas précipiter les choses, et de dire voilà, cette loi, elle peut servir Bayard dans le sens où elle va remobiliser les énergies, où elle va nous permettre à réinventer peut-être une forme d'innovation qui vont nous aider à inventer nos modèles économiques de demain, parce qu'aujourd'hui on sait que les usages évoluent et qu'il faut revoir nos modèles économiques. Faisons l'expérience. Et donc, vous savez peut-être que la loi Pacte, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage de la raison d'être, ensuite l'étage de la raison d'être dans les statuts, qui est un peu plus impliquante, et enfin la mission elle-même, où la raison d'être est assortie d'engagement. Et donc, voilà, on a formulé les choses par étage, sans urgence, sans obligation, mais à chaque fois en faisant le pari que la réflexion que nous allions mener dans des comités de pilotage avec l'aide de sociétés, Geneviève m'a beaucoup aidée, je l'en remercie encore, que cette mobilisation collective allait générer un désir d'aller plus loin et de franchir toutes les étapes. Ce que nous avons fait, ça a été assez passionnant parce que l'entreprise à mission, c'est évidemment la remontée aux actionnaires et l'économie, mais c'est aussi le soin des parties prenantes, le soin des clients, le soin des lecteurs, le soin des salariés, le soin des fournisseurs. Et donc, on a vécu dans la mise en œuvre de cette réflexion aussi cet élargissement de vue à des personnes qui n'étaient pas dans l'entreprise, mais qui en étaient, qui par leur regard nous ont nourris sur ce que nous étions. On a été voir l'Institut de l'engagement, qui sont des jeunes du service civique, qui ont réagi à notre raison d'être, qui ont réagi à des mots comme fraternité ou comme vulnérabilité, des mots qui ne passaient pas. Enfin, j'ai pas le temps d'y revenir, mais c'était assez passionnant de ciseler finalement cette raison d'être pour sentir qu'elle puisse avoir une portée à la fois de compréhension au sein du corps social, mais aussi de compréhension dans une optique plus large. Voilà. Après, les bénéfices pour nous, c'est vraiment dans une période très difficile où on a des marchés très divers, de faire unité. Ça, c'est un point très important. On avait besoin de ça. Jusque-là, nous communiquions et nous travaillions plutôt par silos en fonction des marchés avec des modèles économiques qui, à l'heure du digital, se différencient de plus en plus. Donc, il y avait cet enjeu de faire unité. Il y avait cet enjeu aussi de se dire que la mission était un prisme pour la stratégie. On se l'est toujours dit à Bayard, mais c'était important de se le redire. C'était un prétexte aussi pour se le redire. Et comment nos projets, il n'y a pas de compromission, même quand il y a une obligation de court terme, même quand l'entreprise est sujette à des pertes, ce qui est notre cas aujourd'hui à court terme. Non, l'étoile du long terme, l'étoile de la mission, elle nous guide dans nos projets. Ça, c'est un point aussi très important. Ça a été aussi, on a eu une période de croissance externe un peu importante.
les entrepreneurs qui sont venus à nous, ils ont été sensibles à la mission et à la sincérité de cette mission, et ils se sont retrouvés, et on l'a emporté face à des fonds financiers qui avaient beaucoup plus d'argent que nous, mais on l'a emporté parce que il y avait cette vibration commune qui pouvait être permise par la mission. Voilà. Après, les freins, effectivement, c'est presque plus le COMEX ou certains membres du directoire, parce que j'étais pas forcément ils voyaient presque une idéologie, ou qui ne comprenaient pas que l'on perde du temps, entre guillemets, sur des sujets un peu bisounours, alors que finalement nous devions tenir nos budgets, faire des efforts sur nos marges, et voilà, et nous mobiliser sur le court terme de la finance. Donc vraiment tout ça a été voilà, une période assez passionnante. Ça continue, c'est compliqué, ça reste compliqué, hein, parce que c'est des choix qui sont pas anodins. Voilà. Et donc en tant que dirigeant salariés, l'enjeu c'est de créer les conditions de l'adhésion. Et donc c'est vrai que c'est l'évidence qu'on a en soi, on peut pas l'imposer. Donc il faut agir en stratégie d'alliés, il faut agir dans des lieux, dans des espaces d'échange. On a eu des débats infinis sur le fait de se dire éditeur catholique ou pas éditeur catholique. Fallait-il avouer notre histoire, quitte à se priver d'un public, ou fallait-il l'assumer pour dire d'où nous parlions, et ensuite faire la preuve que cette identité pouvait être aussi vertueuse pour le monde. Voilà, plein de sujets comme ça qui ont été absolument passionnants, et qui continuent de nous nourrir, même si voilà, nos urgences de court terme, encore une fois, sont évidemment un point très décisif pour notre survie. Voilà. Merci beaucoup Florence, c'est extrêmement intéressant là de comparer les différents contextes. Et donc la question suivante est pour Alexandre. Donc en fait, Naos, tu l'as dit tout à l'heure, est une entreprise familiale qui a été fondée par Jean-Noël Thorel. Et j'aurais bien aimé comprendre en quoi son expérience de vie et de dirigeant l'ont conduit à vouloir transformer la gouvernance et à aboutir à une fondation actionnaire, justement. C'était quoi sa vision au départ, son ambition ? Je pense que c'est un entrepreneur, je l'ai dit tout à l'heure, et quand les entrepreneurs, tu l'as bien décrit dans ta manière d'entreprendre, il y a d'abord, je pense, une volonté de survivre. Quand on crée une société au début, on cherche, je vais pas dire, je suis un peu cru, mais on cherche à bouffer. On crée des produits, un positionnement qui est le marché. On a un marché. À l'époque, on appelait ça la matrice, les 3 P. On positionnait son produit, le prix, le produit, voilà. Mais dans l'objectif, généralement, l'entrepreneur, il porte en lui des valeurs et il les met dans son produit. Mais il le sait pas, en fait, parce que c'est comme Obélisque, il est tombé dedans. Donc, en fait, les valeurs, c'est ce qu'on appelle l'intuition créatrice, elles sont dans la création. Et quand il positionne son produit, oui, c'est pour survivre, mais on voit tout de suite que la survie, donc l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour survivre quand on s'appelle entreprise, hein, ou quand on est dans ce monde-là, même si on n'est pas une entreprise, même dans la philanthropie, il faut de l'argent pour survivre, mais il porte en lui, comme Obélisque, son positionnement, ce qu'il y met, ce qu'il croit dans le monde et comment il positionne son produit. Et puis l'argent pour bouffer, pour continuer de survivre. Ça, c'est l'entrepreneur, je dirais. Et il le fait naturellement. Après, il recrute. Voilà. On parlait tout à l'heure de la taille critique et de l'effet cloche, presque, au bout d'un certain moment. Quand on recrute, on attire à nous des managers, des personnes qui viennent soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour aucun des deux, leur propre valeur, système de valeurs qu'ils ont. Et ça, c'est la vie normale d'une entreprise, je dirais, et on en est là. Et chez Naos, on a des personnes qui sont là pour l'argent, parce qu'on est une belle entreprise. Sur le marché, Bioderma, c'est une belle marque. Voilà. Enfin, on va pas se cacher. Il y en a qui sont là pour les valeurs de la société. Voilà. Ils trouvent que c'est des beaux produits, la bioécologie, tout ce qu'on y met derrière. C'est un très bon positionnement, même si c'est le marché. Et donc, ils y croient, ils veulent défendre les valeurs mises par le créateur. Et puis, il y en a qui sont là pour autre chose, mais parce que on est une entreprise aixoise, on est à Aix. Mais là, je vous apprends un peu rien, à mon avis. Simplement, à un moment, faut perdurer. Et puis, l'Obélisque, il est pas. Je pense qu'il se dit, je suis pas éternel. Et donc, comment faire en sorte que ma société, dans son système de valeurs, il va perdurer, s'enrichir, éventuellement changer, mais l'intuition créatrice du début, elle va rester et perdurer. Et donc, comment je fais pour recruter des managers ? Comment je fais pour apporter un nouveau filtre ? Alors, on a parlé de plein d'outils. On parlait tout à l'heure des outils qui créent pas l'intention, la valeur.
et notamment le changement du système juridique. Pourquoi on crée une fondation actionnaire et du coup on met l'argent en numéro 2 par rapport à la bourse. Hein. Quand vous êtes coté aujourd'hui, dont acte. Je sais pas comment vous créez autre chose que d'être coté, de voir. Enfin, il y aura peut-être des marchés dans l'avenir qui seront différents, mais le CAC 40. Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Et il y a d'autres, mais c'est exactement. Mais néanmoins, voilà, il a voulu créer une dynamique sur non pas la personne qui suit une étoile, mais faire en sorte que les personnes suivent pas la personne qui suit l'étoile, mais suivent l'étoile directement. Et donc il y a mis ces valeurs dans une charte d'abord, dans un texte avant de faire du juridique, fonds de dotation, fonds de pérennité, est-ce que je crée une SAS, une SA, enfin le juridique existe. Évidemment, il y a des pays du Nord qui sont mieux outillés que nous. Dans le système français, mais avant de créer un système juridique, c'est avant tout une volonté et un texte. Voilà. Et donc, on a créé une volonté, il a créé une volonté, un texte, on l'a accompagné là-dedans, pour que le système de valeurs puisse perdurer. Voilà, en fait, son intention quand il crée la fondation actionnaire, et 2, je dirais, la transition CHLU, parce qu'après, faut recruter, après, faut filtrer, après, faut former des personnes qui ont des intentions, on sent bien qu'elles veulent. C'est comme un muscle au début. Tiens, j'aimerais faire, ou je sais pas, j'aimerais faire du sport ou du piano. À un moment, faut apprendre. Donc, et puis il y a le côté j'apprends en termes techniques. Puis il y a le côté je m'instruis, j'ai la culture, on m'apporte des choses, des valeurs. Je rencontre des personnes qui font aussi de la musique et qui m'inspirent. Donc voilà, il y a pas que le fait de créer pour lui-même. Il y a le fait pour les managers, les siens, mais ils se disent, il y a pas que l'école Naus. Donc au début, HLU, très honnêtement, il y avait pensé comme étant l'université de Naus. Puis il s'est dit, en fait, c'est débile. Dans ce que je veux en système de valeurs, je vais ouvrir un peu ça parce que j'ai aussi à être enrichi par d'autres systèmes de valeurs. On va pas rester, voilà. Et puis ça va m'aider, et puis ça va grandir. Ce que je veux, c'est ce que je veux pour le monde. C'est pas ce que je veux que pour Naus. Donc voilà pourquoi il a ouvert aussi HLU, qui est la deuxième étape, c'est comment je fais pour que ma culture interne, dans les managers que je recrute, dans les dirigeants que j'ai, qui sont là peut-être eux pour l'argent, mais pas que, je réconcilie leur système de valeurs, parce que souvent ils en ont un, on a tous un système de valeurs. On arrive dans une entreprise, parfois on la garde pour nous, c'est celle avec nos enfants, c'est notre côté personnel qu'on n'ose pas en fait afficher dans l'entreprise, mais on en a un système de valeurs. Est-ce que c'est celui de l'entreprise? Ça, je sais pas, mais on en a un. Donc comment faire que notre manager réconcilie et ose en entreprise afficher leur système de valeurs, enrichir celui de l'entreprise, ou que l'entreprise puisse bénéficier de leur système et puis à long terme performer davantage. Je suis désolé de dire ça, mais on est une entreprise. Et donc, je pense que le système de valeurs individuelles permet de performer sur le long terme, pas sur le court terme, mais sur le long terme davantage. Ben voilà, c'est sa volonté. Et c'est la mienne. Très bien. Merci beaucoup. En fait, ensuite, je voulais te demander encore une autre question, te poser une autre question. Je voulais savoir entre le moment où Jean-Noël a eu l'idée, je crois que c'était en 2015, et dans le temps, ça s'est réparti comment, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la diffusion, de tout ça. Voilà, juste une échelle de temps. Nous, on est 3500 aujourd'hui, et donc il y a un gros changement culturel à faire. On n'est pas 10. Bien que je disais que Jean-Noël portait système de valeurs et qu'on n'a pas créé, un peu comme toi, ou comme Bayard, on s'est pas réveillé en disant tiens on va changer. On a matérialisé ce qu'était l'intuition. On est revenu presque à la base, à l'intuition créatrice, en se disant au fait pourquoi j'ai fait tout ça. C'est lui. Et donc cette question-là, elle est apparue avec une crise de croissance, pas une crise financière, une crise d'un entrepreneur qui a un certain âge et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe après en fait? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Et ça c'est 2011. Et 2011 il crée une charte et 2018 il donne ses actions. Mais donner c'est donner l'argent et la finalité, c'est pas encore donner le pouvoir. Ça c'est encore une autre étape. Aujourd'hui, il a donné théoriquement le pouvoir, en théorie, c'est-à-dire dans le système de vote, etc. Dans la réalité, quand l'entrepreneur, créateur est là, il a un poids
évidemment qui est, je dirais presque, qui est évidemment plus important, et c'est normal. Enfin, c'est normal et c'est bien parce que s'il l'avait pas, je pense qu'on ferait aussi beaucoup d'erreurs. Bon, donc voilà où on en est. On en est dans une entreprise qui a fait ce qu'il fallait juridiquement, je pense. On n'a jamais terminé parce que les lois bougent. A fait ce qu'il fallait en termes d'intention. Mais maintenant, on a 3000 personnes, un capital de 3000 personnes, et il faut changer aussi la culture, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus long, tout en étant sûr que les personnes qui sont là, au fond d'elles, pour la plupart, et plus, je dirais, moins elles sont managers, plus on descend dans l'exécution et dans les strates. Je parle pas de strates sociales, j'ai pas de jugement de valeur quand je dis ça. Et ben, elles sont plus attachées aux valeurs fondamentales, et c'est presque plus facile, et ça se diffuse. C'est plus diffus, c'est plus exercé, plus pratiqué au plus proche du terrain des produits, etc. Voilà où on en est. Ok, merci beaucoup. Et pour avancer là dans le fil rouge là, de notre matinée, je voulais être un peu provocatrice, Cyril. Je voulais savoir si finalement transformer sa gouvernance quand tout va bien, quand l'entreprise est prospère, est-ce que c'est pas une coquetterie ou est-ce que c'est vraiment un vrai projet politique presque? Alors, au-delà de transformer sa gouvernance, je pense que toute responsabilité d'entrepreneur dans la vie de l'entreprise, c'est de changer quand ça va bien. Parce que si et je reviens sur des cycles de Schumpeter que en creux mentionnait tout à l'heure Geneviève, il y a des ruptures, souvent technologiques jusqu'à présent, qui font que il y a des entreprises qui passent le cut et d'autres qui le passent pas parce qu'elles se sont pas adaptées. Donc c'est quand tout va bien qu'il faut changer. C'est quand on a de l'argent, c'est quand on a des cash flows prévisionnels positifs où on se dit on a les moyens de changer, parce que quand en fait ça commence à tourner au vinaigre, c'est un peu tard. Et donc on a moins de marge de manœuvre. C'est vrai en réalité pour un business model quel qu'il soit, et c'est vrai pour une gouvernance. Mieux vaut changer quand ça va bien, mais c'est vrai que ça se fonde sur quand même c'est-à-dire que nous on a fait les choses de manière assez radicale. C'est parce que j'ai fait un travail sur moi aussi. Et en fait, au départ, ces changements, ils ne peuvent venir que d'un travail introspectif du ou des dirigeants, et que d'une compréhension de c'est quoi mon système de valeurs, c'est quoi finalement ce que je veux réussir dans ma vie au sens large, et pas simplement au plan du pouvoir ou de l'argent que j'ai accumulé, parce que ça, c'est la réussite telle qu'elle est valorisée dans nos sociétés. Mais l'homme ou la femme qui se lève à 5 heures du matin tous les matins pour faire des ménages et pour emmener ses 3 enfants jusqu'au bac, franchement, moi j'appelle ça de la réussite. Mais c'est pas ce qui est valorisé, parce que ce qui est valorisé, c'est ce qui brille. Et c'est pour ça que c'est important. Là, on met l'accent sur le sujet de l'intelligence émotionnelle ou de l'intelligence du cœur. Ce n'est pas ce qu'on promeut exclusivement. Quand on est dirigeant, il faut c'est un constant balancier entre l'intelligence du cœur et l'intelligence cérébrale, on va dire, entre le cœur et la raison, entre la philanthropie et l'économie. C'est pas l'un sans l'autre. On n'est pas que des bisounours, mais on est un peu bisounours aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut écouter son cœur et avoir le courage de prendre des décisions qui sont celles de son intuition émotionnelle et qui sont pas juste celles de son tableur. Et Dieu sait que j'adore les tableurs. Les tableurs, je travaille au tableur sans la souris, c'est dire. Donc, je viens de là quand même. J'ai fait 3 LBO, je suis un financier. J'aime ça. Sur ce point-là, je voulais savoir si l'introduction d'indicateurs extra-financiers pouvait aussi aider dans la diffusion d'un cœur collectif, parce que du coup, on se met à compter ce qui compte vraiment et on fait ressortir d'autres choses. Est-ce que c'est aussi un outil intéressant pour cette histoire de cœur collectif qui veut dire donc diffuser la culture, la nouvelle culture au sein de l'entreprise plus largement et auprès des parties prenantes? Oui, mais c'est très difficile. Je le vois même moi dans ma pratique. J'ai quand même toujours, mais peut-être c'est une déformation professionnelle, l'œil sur le résultat et sur les cash flows et sur la perspective de développement, sur les moyens qu'on va avoir pour avancer, les moyens financiers. On est devenu société à mission, on a créé naturellement des indicateurs sur les plans notamment, sur nos 3 objectifs, nos 3 engagements statutaires, mais je vois bien que même dans ma pratique, il y a encore parfois une prééminence de cet indicateur financier parce qu'il est existentiel aussi.
C'est-à-dire que dans le monde actuel, si on n'a pas l'œil là-dessus, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que et on ne se développe pas et on reste tout petit avec nos bonnes intentions. Et en fait, c'est ceux qui, quand même, actionnent le levier financier qui aussi réussissent à. Et c'est d'ailleurs toute la contradiction, c'est-à-dire que en fait, pour que l'intelligence du cœur et les formes de gouvernance nouvelles se développent, ben il faut du pouvoir et de l'argent. Et en même temps, trop de pouvoir et d'argent, en fait, ça fait perdre la boussole, quoi. Comment on fait, quoi? Donc je suis dans cette contradiction permanente, c'est terrible. Donc oui, je voulais poursuivre avec Florence justement. Toi, tu as fait partie de la promo 1 comme Cyril, donc du parcours du cœur aux actes. Je voulais savoir en quoi le parcours t'avait été bénéfique pour peut-être affermir tes convictions, pour passer à l'action. Oui, il m'a été bénéfique, plus que bénéfique, parce que, enfin, je le dis sans flagornerie. Ça a été vraiment un moment pour moi extrêmement fondateur parce que j'évoquais cette question de management collectif de l'entreprise, de ce directoire dans lequel je me sentais pas forcément alignée avec tous. Et c'est vrai que aller à HLU, ça a été pour moi des rencontres qui en effet m'ont montré que mes convictions avaient du sens et qu'elles étaient partageables. J'avais pas forcément une confiance en moi énorme. Je pouvais avoir des doutes. Parfois, la question écologique d'ailleurs avait été traitée d'idéologie, de nouvelle religion au sein de l'entreprise, comme si c'était quelque chose de l'ordre de la croyance. Et donc toutes ces intuitions, toutes ces convictions étaient pour moi un petit peu fragiles au moment où j'ai abordé HLU. Et j'y ai trouvé évidemment une matière académique qui a conforté et affiné ce que j'avais déjà en tête. Ces fameuses rencontres, alors qui ont été sur le terrain, parce qu'on a rencontré des entreprises extraordinaires ou qui laissent à espérer sur le fait que le monde puisse changer aussi par les entreprises, parce qu'on sait très bien qu'elles ont un rôle essentiel pour cette transformation du monde. Et j'y ai rencontré des collègues alumni extraordinaires, des amis professionnels, je les appelle comme ça, que je côtoie toujours d'ailleurs. On se serre les coudes, on s'encourage, et le miroir de soi qui est renvoyé n'est pas le miroir de l'entreprise où on navigue parmi les contraintes par rapport à une histoire, par rapport à des ambitions qui sont parfois un petit peu contradictoires. Non, c'était simplement des personnes qui avaient des convictions partagées, le souci de s'entraider, voilà. Et ça m'a donné énormément d'énergie, vraiment énormément d'énergie. En outre, on a une séquence qui m'a aussi beaucoup apporté, qui est celle du courage d'être soi, où on va creuser au fond de soi pour savoir la vérité de ce à quoi on tient, le fameux vrai self, qui était un moment assez vraiment passionnant. Et voilà. Et donc j'ai senti une possibilité d'alignement qui m'a permis vraiment de renouer d'énergie pour essayer de passer ces convictions et ce modèle auquel je tenais, qui en effet nécessitait beaucoup d'énergie, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il fallait le diffuser dans l'entreprise. On est une entreprise de 1700 personnes, même si en France on est 900 seulement. C'est vrai que on n'a pas pu côtoyer toutes les personnes, mais il a fallu prendre des temps de confrontation, de dialogue, de débat qui étaient lourds, avoir la patience et la persévérance de les porter. Et je pense que je dois à HLU le fait d'avoir été jusqu'au bout du projet. Ça, c'est très très clair. C'est aussi le fait d'élargir son réseau. C'est aujourd'hui, je suis sollicitée par un tel comité de mission, rencontré par HLU pour partager sur les joies et les peines, etc. Voilà, donc c'est vraiment un écosystème qui se forge. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été un écosystème qui s'est forgé et beaucoup de soutien, voilà, amical, professionnel, pour pouvoir, être plus résilient. Voilà. Super. Alexandre, pour finir, tout à l'heure, tu as expliqué brièvement pourquoi Jean-Noël a voulu créer HLU. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose là-dessus? Oui, non. Et deuxième question, donc toi, tu n'es pas encore HLUMNI, tu es en train de faire le parcours. Alexandre est dans la promo 3. Et fin mars, on a fait ce fameux module sur le courage d'être soi à Marseille. Je voulais savoir comment tu vivais le parcours. Est-ce que tu en avais... comment dire ça, enfin, sur le plan personnel et à la fois professionnel, est-ce qu'il y a eu des révélations, des découvertes, ou en tout cas est-ce que ça t'outille, qu'est-ce que tu penses de ton expérience chez HLU?
Alors, je suis un peu jugé parti, c'est un peu gênant de cette question parce que on est l'entreprise, le fonds de dotation qui avons créé et initié ce projet. Bon, l'objectif du projet, c'est de vivre sans nous, puisque. Alors, sur le plan personnel, c'est assez bizarre, c'est que je suis la promo 3, je suis pas la promo 1. Je n'ai pas fait la promo 1, je sais pas pourquoi. Je suis extrêmement agréablement surpris parce que j'ai participé avec Hélène, merci Hélène, encore une fois, d'avoir créé ce parcours. Quand on crée le parcours, on croit le connaître en fait puisqu'on l'a créé. Hélène l'a créé, mais quand on l'a suivi, on se dit j'ai eu toutes les explications en théorie, donc je sais ce que vont faire les personnes. Et les faire, ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, je pense que tant qu'on n'expérimente pas un parcours et qu'on touche pas de ses doigts et qu'on pratique pas et que les différents modules, même si le nom module, je sais pas, il me plaît pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Je pense que c'est extraordinaire, c'est excessivement bien balancé, c'est un anglicisme, c'est pas bon, équilibré entre la pratique, les rencontres, la théorie. Je pense que chaque module m'a apporté. Je vais pas dire que j'y allais sans savoir ce que j'y allais avec au neutre, ni excité, ni voilà. Et en fin de compte, je suis toujours sorti de là en disant je m'attendais vraiment pas à ça, d'un point de vue émotionnel et même d'un point de vue de la connaissance. Je suis loin d'avoir terminé le prochain module. Je suis à la moitié. Dans 15 jours, le module 5. Et j'ai toujours hâte de savoir ce que je vais, maintenant. Maintenant, j'ai hâte. Maintenant, j'ai hâte de savoir ce que je vais... Non, mais c'est vrai, avant, je vous le dis. Maintenant, j'ai hâte de savoir ce que je vais découvrir au prochain module. Et le module d'avant, c'était le fameux module François, et qui décoiffe. Qui décoiffe. Et voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette transition parfaite. Je vais pas être longue, je vais juste simplement, si Carole veut bien mettre la slide avec la frise temporelle du parcours, c'est simplement pour vous donner un aperçu de ce qu'on y aborde en fait dans ce parcours. Donc, pour commencer, c'est un parcours donc de 18 mois, parce que c'est le temps de la métamorphose. Donc, c'est 8 modules ou séminaires, enfin vous mettez le mot que vous voulez. C'est un parcours itinérant, donc dans la France entière. Il y a que 2 modules à Paris. Et alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des dirigeants en exercice. On a un vrai focus sur les entreprises indépendantes, familiales, mais on a aussi des dirigeants, par exemple, dans la promo 3 avec Alexandre, il y a aussi le CEO groupe de l'Occitane qui vient de Genève exprès pour suivre le parcours. Donc, on tient aussi à veiller une certaine diversité des typologies d'entreprises, des secteurs quand on compose des promos, qui sont des petites promos de 10 à 12 dirigeants. Et en fait, c'est un parcours à la fois très intérieur, sans être du développement personnel classique. Et en même temps, c'est un parcours qui donne à voir et à comprendre les vrais leviers de transformation business qui sont à disposition. On a parlé aujourd'hui de la gouvernance, mais il y a aussi le module 7, qui est compter ce qui compte vraiment, qui est une introduction à la comptabilité en triple capital notamment. Il y a tous les sujets d'IA aussi qui viennent s'inviter dans le module justement 5, créer, innover avec le cœur. C'est un module qui se passe en plus à la ferme du Bec-et-Loing, par contraste, en Normandie. On a le module 2, l'amour du vivant. Donc ça, c'est vraiment celui sur les limites planétaires, où on va à Lille, dans le nord de la France, à la rencontre d'une région qui a été le fleuron industriel français, qu'on a vécu le déclin, et quid du vivant au milieu de tout ça. Et donc, on va à la rencontre de, par exemple, l'entreprise Le Mailleux, qui fait du textile 100% made in France, l'entreprise Pocheco aussi, de Monsieur Druon, qui est assez inspirante. Donc voilà, tout le parcours. La richesse de ce parcours, c'est des partages en vérité. On n'est pas là pour vendre du rêve. C'est rencontrer des gens qui ont tenté des choses et voilà. Et après, il y a la réalité. Mais il y a quand même toujours l'idée, c'est que les gens repartent aussi rechargés avec un nouveau sens des possibilités, en sachant à quoi s'en tenir. Et il y a vraiment tout l'apport d'Hélène aussi dans ce parcours, qui est sa dimension prospectiviste, parce qu'Hélène a vraiment ce talent d'aller au-devant des projets, des écosystèmes innovants.
Et ce que je voulais dire aussi pour terminer là-dessus, et ensuite on va prendre vos questions, je vous promets. L'idée, c'est qu'aussi quand les personnes ont complété le parcours, elles deviennent donc de fait HLUMI, et elles ont accès à ce qu'on appelle la LEX aussi, qui sont des modules de 2 jours, des Learning Expeditions en Europe de l'Ouest. Donc le prochain aura lieu en septembre à Bruxelles sur le thème des lobbies. Et ça permet en fait aux dirigeants de rester un petit peu connectés à des sujets un peu différents de leur quotidien, qui leur donnent un peu d'avance. Il y a aussi beaucoup de ressources qui sont diffusées entre les modules, des ressources bibliographiques, des podcasts, des documentaires, on remet des livres beaucoup, des études, pour que chaque dirigeant puisse, en fonction de ses priorités du moment, décider d'aller un peu plus loin ou pas. Voilà, et donc c'est vraiment aussi l'échange entre pairs qui est enrichissant. Et la particularité chez HLU, c'est qu'on accueille de plus en plus de profils internationaux. Alors certes francophones pour l'instant, on a pas mal de gens de Suisse là qui arrivent, on est en train de se développer. Et je terminerai juste par dire aussi qu'on est en mesure de faire des parcours intra pour des entreprises de plus grande taille et en anglais aussi. Voilà. Donc ça, c'était tout pour, en tout cas pour le parcours. Non, je termine par le fait qu'on lance une nouvelle promo donc à l'automne et il reste encore 2 places pour cette promotion et la clôture des candidatures sera le 15 juin. Voilà. Voilà, non, vous savez tout. Donc en fait, là, à ce stade-là, je voulais quand même me tourner un petit peu vers vous, pour savoir s'il y a quelques questions, parce qu'on a été un peu long et complet. Alors voilà, il y a quelqu'un derrière. Est-ce que... ah, il y en a plusieurs. Carole va prendre les micros. On en garde un ici, comme ça. C'est moi qui ouvre le bal. Bonjour, Yann Keinec, je dirige Admical, qui est une asso qui, depuis 45 ans, porte la cause du mécénat dans notre pays. Pour rebondir sur ce que disait Geneviève, j'ai aussi des éléphants à mon conseil d'administration, à moi, dans le secteur associatif, voire des mammouths, depuis 45 ans. C'est un vrai enjeu pour faire bouger cette organisation. Je me permettrais juste de compléter le propos qui a été porté par Madame Megui tout à l'heure, parce que quand on évoque la loi Pacte avec cette fusée à plusieurs étages, je me permets juste de rappeler que le rez-de-chaussée, il est important aussi, c'est l'article 1833-2 du Code civil, qui lui est obligatoire pour toutes les sociétés, quel que soit leur statut et quelle que soit leur taille, et qui a modifié en profondeur l'ADN de ce qu'est une société, puisqu'il indique qu'une société est gérée dans son intérêt social, virgule, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et cette petite phrase-là modifie toutes les décisions de gestion. Et le mécénat s'inscrit dans les décisions de gestion un peu singulières, certes, mais clairement c'est un booster, moi en tout cas pour Admical, et la Fondation Actionnaire est évidemment l'outil ultime pour tout ça. Et j'ai quand même une question. L'état du droit actuel, justement, vu vos expériences respectives, est-ce qu'il manque quelque chose, ou est-ce qu'il y a un truc en trop? Mais c'est une question plutôt fermée. Oui, il manque quelque chose, et si vous avez une idée précise de ce qui manquerait, ou ce qu'il faudrait supprimer pour vous faire avancer plus vite et mieux, je suis preneur de l'info. Alors moi, je peux donner un premier élément de réponse. Geneviève probablement aussi, et mes collègues également. Sur les fondations actionnaires, en fait, on parle de fondations actionnaires aujourd'hui, mais la réalité du statut de fondation actionnaire n'existe pas. Aujourd'hui, il y a 3 typologies de fondations, on va dire. Il y a les fondations reconnues d'utilité publique, les FRUP. Il y a les fonds de dotation, et puis il y a ce qu'on appelle le fonds de pérennité. Le fonds de pérennité reste dans le secteur lucratif et il y a des problèmes fiscaux attachés aux transmissions. Donc c'est un outil de transmission que peut utiliser un dirigeant pour justement pérenniser sa boîte, mais comme ça reste dans le secteur lucratif, il y a des sujets de frottement fiscaux assez colossaux. Le fonds de dotation ou le statut de fondation actionnaire n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur non lucratif, les fondations et les fonds de dotation ont pour seule et unique mission de remplir un objectif philanthropique, et que la dimension économique, la jambe économique qui est nécessaire quand on est actionnaire d'une entreprise en tant que fondation, eh bien, elle est pas du tout, inscrite dans la loi. Donc ça pourrait être, et c'est un plaidoyer que porte le Profil, et actuellement justement, dans le cadre d'une évolution de la loi Pacte 2 qui serait en préparation, c'est le travail qu'on fait avec Profil et la communauté de facto dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires, qui aujourd'hui réunit une vingtaine d'entrepreneurs, comme Jean-Noël Torel de Naos, comme Seabird, comme les Siromonins, comme beaucoup d'autres entreprises. Donc on est une vingtaine d'entrepreneurs à avoir donné toute partie de nos actions à des fondations actionnaires. Et cette communauté est abritée par
par profil, il résonne beaucoup avec ce qu'on fait au niveau de la HLU. Voilà. Rapidement, j'avais une baguette magique. Alors, je m'adresse à un juriste quand même, donc est-ce qu'il se cache bien, mais en fait, il sait beaucoup tout ça, il le sait beaucoup mieux que nous. Déjà, avec la CSRD, le devoir de vigilance, etc., si on commençait à bien faire ce que nous demande la CSRD et pas uniquement dans le mode roboratif, bêtement, qui a l'information, je l'ai, oui, mais en fait, où est-ce qu'on va la mettre, dans quelle case? Toute cette information ESG, ça c'est mes premiers amours, la structurer au service d'une stratégie et d'une stratégie que je qualifierais de post-croissance, c'est-à-dire la croissance demain, elle reposera sur d'autres fondamentaux. Donc déjà, bien faire la CSRD, relié à la strate, devoir de vigilance que tu connais par cœur, etc., c'est déjà pas mal. Et pas de dire, ça va me tomber sur la tête, mon Dieu, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible et le plus externalisé possible. Et deuxième chose, on en parlera peut-être demain pour, on évoque le congrès des entreprises à mission, c'est la question d'un statut européen aussi, moi qui me tient énormément à cœur, parce qu'on voit bien que un cadre qui définirait la possibilité de devenir entreprise à mission à l'échelle européenne, ça aurait beaucoup plus de force que, bien sûr, on se réjouit que le statut existe en France, en Italie et en Espagne, mais il faudrait vraiment qu'il puisse exister au niveau européen pour peut-être incarner cette forme de capitalisme qui plonge ses racines quand même très profondément dans la responsabilité sociale. C'est quand même l'Europe qui a inventé ce concept. Même si on a l'impression que c'est les États-Unis, mais les États-Unis l'ont adapté. Mais c'est quand même l'Europe qui s'est posé cette question du capitalisme social. Donc je trouve que ça serait très bien. Super, on va prendre encore une autre question. Bonjour, Pierre-Arnold Campeus, je m'occupe de EPIC, fondation en Belgique. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais vous faire réagir à la moyenne d'âge de notre assistance, que je contribue à augmenter, excusez-moi. Et faire référence à l'initiative d'Hubert Joly, en fait, sur la formation des futurs diplômés, qui sont peut-être peut-être plus crucial de les former eux que de nous former nous. Je laisserai Hélène tout à l'heure faire une réponse à cette question. J'ai vu qu'il y avait encore 2 autres mains levées, 3. Bonjour, moi j'ai une question pour Florence. Quand vous avez évoqué le moment où vous avez échangé avec votre COMEX, des discussions un peu musclées, qu'il y avait des personnes qui parlaient, qui revenaient évidemment sur les sujets de budget, de marge, etc. Et que vous aviez l'air d'être plutôt le côté bisounours, comme vous l'avez dit. Comment on garde sa crédibilité quand on porte ces sujets de cœur finalement, parce que je trouve qu'en tant que dirigeant, c'est un peu compliqué parfois d'arriver à diriger avec le cœur sans perdre sa crédibilité auprès des membres de son COMEX. Je me suis efforcée de montrer que la responsabilité du dirigeant, elle était à 360. Donc je me suis plus que jamais impliquée dans les questions budgétaires aussi. C'est comme ça que j'ai fait, mais voilà. Oui. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour ces retours d'expérience, c'est très enrichissant, j'ai vraiment envie de faire le parcours. J'ai 40 ans, un peu neuroatypique, j'ai été diagnostiqué l'année dernière, je suis entrepreneur à impact, et en fait ma question c'était quelle était la moyenne d'âge des participantes et des participants que vous avez aujourd'hui. Et pour faire la transition avec la question de Monsieur Joly, là, d'EPIC Bruxelles, le rôle, en fait, est-ce que vous cherchez dans les promotions à venir à un petit peu probablement baisser cette moyenne d'âge pour sensibiliser sur les jeunes entrepreneuses et entrepreneuses à impact qui seront effectivement le cordon et le relais pour les problématiques de demain. Voilà. Merci beaucoup. Sur la partie moyenne d'âge des participants aux promos, là je peux répondre. Je dirais que la promo 1, c'était un peu les pionniers des pionniers, donc on est parti sur quelque chose qui était l'écosystème déjà proche d'HLU, et c'était forcément des dirigeants déjà confirmés, bien avancés dans leur parcours. Maintenant, on n'a pas de limite d'âge. Enfin, c'est pas un truc que pour les gens très confirmés, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on vient de nouer un partenariat là de 2 ans avec le CJD. Et qu'on voit aussi que ce sont des jeunes dirigeants et donc le parcours n'est pas toujours adapté pour tous.
Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a peut-être aussi un postulat, à juste titre ou pas, que les entrepreneurs à impact, ils ont déjà fait un certain chemin sur certains sujets. Il y a peut-être moins cette cette urgence en eux-mêmes de faire un parcours comme ça, même si on peut être surpris. Mais en tout cas, voilà, pour l'aspect encore étudiant, c'est une question, Hélène va y répondre tout à l'heure, mais en tout cas, on est plutôt dans une logique d'ouverture. On n'a pas, je trouve ça bizarre quand on s'appelle Art Leadership University de commencer à mettre des critères. On n'est pas des videurs de boîtes de nuit, quoi. Donc, il n'y a pas de critères d'âge. Et en même temps, je pense que c'est très important qu'on parle aux vieux. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir et l'argent, et qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc les jeunes, ils sont beaucoup plus convertis puisqu'ils sont dans un bain où ils voient de manière même anxiogène pour les plus jeunes que vraiment c'est compliqué là ce qu'il y a devant nous. Les vieux, ils ont bénéficié de la période des 30 glorieuses de leurs parents et encore jusque dans les années 90 ou 2000. Et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent, et c'est cet argent et ce pouvoir qu'il faut mobiliser au service de la transition de manière extrêmement rapide. Donc, il est très important, je pense, qu'il y ait encore beaucoup de vieux dans ces promos. Et le problème, c'est que c'est les plus difficiles à convaincre. Et en même temps, comme ils sont arrivés d'une certaine manière quelque part, ils se posent les questions de la transmission. Est-ce que je vais transmettre ça à mes enfants? Ils se posent la question de la suite après eux. Qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Donc, c'est le bon moment de leur parler. De 25 ans, ils savent tout. Ils ont toujours travaillé. Ils n'ont jamais travaillé dans le corporate et te disent, vous savez, c'est la Startup Nation. Exactement. Mais c'est bien qu'il y ait les deux. Mais c'est bien qu'il y ait les deux. Mais c'est nécessaire en tout cas de porter notre action, je pense. Je le dis de manière provocatrice, auprès des quarantenaires, cinquantenaires ou ceux qui sont proches de la transmission, parce que le sujet se pose et ils ont le pouvoir et l'argent encore une fois. Et c'est ça les leviers aujourd'hui quand même. Et je complète rapidement aussi, on essaye dans chaque promo de ménager une place à tarif préférentiel pour un entrepreneur social, parce qu'on trouve que ça vient enrichir vraiment le fond. Et souvent, ça peut être des gens beaucoup plus jeunes aussi, mais en tout cas, voilà, on n'a pas de limite d'âge, juste pour boucler le sujet. Mais en tout cas, on va prendre une autre question. Et qui se traduit par le fait qu'il y ait deux fondations, deux structures juridiques, l'une qui détiennent qui reçoivent les dividendes et l'autre qui a le pouvoir politique. C'est quelque chose qui est très en œuvre au Danemark et dans les pays du Nord, qu'on voit pas en France. Pourquoi est-ce que la loi ne le permet pas en France? Et est-ce que on s'achemine vers ça, puisque ça permet vraiment de distinguer les deux pouvoirs et donc d'être certain que l'entreprise continue à faire sa mission sans être qu'il y ait d'interférence de la partie philanthropie. Voilà. Alors, je peux répondre moi sur la première question. Avant qu'on soit société à mission, qu'on monte une fondation actionnaire, on a fait 3 LBO. Moi, j'avais fait 4 ans de M&A, donc j'ai beaucoup fréquenté les fonds d'investissement, les avocats d'affaires. Je comprends bien le modèle d'affaires des grands fonds d'investissement, les TRI demandés, les clauses de pacte d'actionnaires qu'ils mettent pour garantir la sortie dans les meilleures conditions. Et donc, effectivement, quand on s'est transformé en société à mission, mais surtout quand on a fait monter au capital une fondation actionnaire, qui vise à sanctuariser notamment le capital dans le temps et à, d'une certaine manière, empêcher la vente de l'ensemble des parts de la société, ce qu'on appelle dans le jargon M&A la sortie totale, le grand soir où en général on habille la mariée, on va maximiser la valeur de la boîte. Et bien effectivement, on peut se dire dans ce cas-là, les fonds ça les intéresse plus. Mais en fait, et c'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec le représentant du MEDEF dont le nom m'échappe. Voilà. Pardon, voilà. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Monsieur Barbet, voilà, pardon. Justement, en fait, paradoxalement, l'attractivité n'a pas diminué, même si les perspectives de gains sont moins intéressantes. De fait, on a déjà fait rentrer des fonds, on va en faire rentrer dans le futur. Ce sera plutôt des fonds article 9, c'est-à-dire ceux qui souhaitent que les participations qu'ils ont aient un impact social et ou environnemental. Et donc on intéresse ces gens-là. Mais c'est vrai que la sortie, s'ils rentrent, ils rentreront pour, entre guillemets, à des valorisations moins élevées. Et en même temps, ils sortiront à des valorisations moins élevées également. Ils pourront quand même gagner de l'argent et faire marcher leur modèle d'affaires dans l'intervalle, parce qu'il faut quand même leur servir un certain TRI. Mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de grand soir, et ils savent que la sortie, c'est une sortie, ce qu'on appelle secondaire. C'est-à-dire qu'ils vendent leur participation à un autre fonds, ou alors la boîte rachète.
Donc aujourd'hui, on a quand même des discussions avec ce type de fonds et ils sont intéressés parce qu'ils voient bien que ce qu'ils vont entre guillemets perdre en rentabilité financière, ils vont la gagner sur toute la stratégie ESG que certains essayent de développer. Donc, en tout cas aujourd'hui, on représente une certaine forme d'attractivité. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas, comment dire, on n'est pas allé jusqu'à une signature parce qu'on n'est pas dans cette phase-là. On sera plutôt l'année prochaine. Mais voilà. Et d'ailleurs, Profil avait organisé une conférence entre fondation actionnaire et fonds d'investissement pour voir comment et si c'était compatible. C'est compatible, c'est plus contraignant, c'est moins lucratif. Mais comme on ne compte plus que l'argent, mais maintenant qu'on compte également d'autres choses, capital humain, capital environnemental, peut-être qu'on va s'y retrouver quand même. Oui, la loi, en fait, c'est une tuyauterie impossible en ce moment. Faut vous retourner et parler aussi à votre voisin. C'est un sujet qui c'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Ces formes de stewardship en France, où on déconnecte le pouvoir et la propriété avec une golden share, le principe de la golden share. Je pense à la Purpose Foundation en Allemagne, où clairement, dans une logique d'investissement, la Purpose Foundation, c'est un véhicule philanthropique, mais qui investit et qui prend des tout petits tickets, mais avec une golden share qui est garante des valeurs, et puis pour être sûr qu'il y a des lignes rouges qu'on franchit pas. Voilà, je fais très court. C'est pas impossible en France, on peut le faire. C'est une tuyauterie complexe. Donc ça amène, voilà, il faudrait vraiment simplifier. Puis, je suis désolée de le dire comme ça, il y a une forme de ligne Maginot entre profit et non-profit. En France, cette ligne Maginot, elle est insupportable, quoi, parce qu'en fait, on s'aperçoit que on se prive d'outils d'imagination, de créativité, et puis de représentation de la valeur qui sont complètement obsolètes. Donc, il faudrait définitivement la faire sauter, cette ligne Maginot. Mais bon, ça relève aussi des éléphants qui sont sur la table. Mais Naos a une forme de stewardship, non? Peut-être te dire juste un mot. Vous l'avez, d'une certaine façon, vous l'avez approché, ce modèle. Oui, en fait, on a fait ce que vous venez de dire. De toute façon, en France, on peut pas un fonds de dotation, enfin les véhicules dits généreux ne peuvent pas faire de gestion, interdit par la loi. Donc, on est obligé de contourner un petit peu ça. Donc, en effet, le fonds de dotation, je vous ai dit tout à l'heure, il a 98% des actions, c'est vrai, mais il n'a que 49% des droits de vote. Et donc, on a une autre société qui a 3% des actions et 51% des droits de vote. Donc, on a bien séparé le pouvoir de l'argent, entre guillemets. Maintenant, le pouvoir au nom de quoi? Parce que souvent, les stewards, c'est ce qu'on appelle le steward leadership, ils ont un texte et ils doivent simplement voter en fonction du texte. On en est un petit peu là, mais les personnes qui décident ont le double filtre argent, qualité, quantité, on va dire. Pour l'instant, c'est les mêmes qu'on se filtre quantité, qualité. Il n'y a pas des personnes spécifiques qui disent moi, la quantité, j'en ai rien à foutre, mais la qualité, c'est non. On n'a pas encore fait ça. Voilà. L'étude mentionnée Profil, Fondation Actionnaire Investisseur, vous la téléchargez sur notre site. Et je pense qu'elle n'a pas pris une ride. Et effectivement, on a un problème si vous êtes dans le non-profit, vous ne pouvez pas vous occuper des affaires de l'entreprise parce que vous allez être contaminé ou inversement. Interdit. Jérôme avait une question. Oui, c'est très intéressant ce que tu racontes sur le moment du pivot avec ces fonds historiques. Et en fait, c'est ce moment du pivot qui fait qu'à ce moment-là, on doit avoir un fonds qui est capable soit d'être en train lui-même de se transformer, soit d'accepter que le modèle pour lequel il est rentré va en fait se transformer dans autre chose et accompagner ça. Donc j'imagine que le mieux c'est de sortir et d'en prendre un nouveau qui est article 9 et qui comprend plus la politique, ce qu'on a fait. Exactement. Voilà. Après, il y a sur le sujet profit non-profit et séparation entre le pouvoir et je dirais l'extraction de revenus permettant de déployer la philanthropie. J'ai vu passer, moi, des solutions techniques, je suis pas juriste, hein, mais j'ai vu passer dans certains règlements des solutions techniques de démembrement, où on sépare la propriété du propriété avec le pouvoir et l'encaissement du dividende. Et ça, le code civil le permet. C'est vrai. C'est des tuyauteries un peu complexes, mais c'est tout à fait possible. Si on est vraiment déterminé à le faire, on peut trouver une voie de passage en France. C'est beaucoup moins fluide qu'en Allemagne ou qu'en Scandinavie.
Bon, bah, sur cette note positive, on va clôturer cette matinée. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été si matinaux et de vous être déplacés. En tout cas, on est ravis toujours de pouvoir. On aura un petit temps d'échange juste après, mais je voulais aussi. C'est gentil. Et je voulais aussi simplement vous dire déjà qu'on va positionner un autre petit déjeuner du même genre à l'automne sur la thématique de compter ce qui compte vraiment. Il y a de fortes chances que ce soit ici encore, hein, puisqu'on est bien. Je suis Seabird. Et donc voilà, on vous tiendra informés. Et avant de passer le micro à Hélène pour le mot de la fin, je voulais simplement remercier aussi toute l'équipe d'HLU. Vous verrez, il y a 3-4 jeunes filles avec un badge comme moi ici, et comme Hélène dans la salle. Sandy Boitusa, Maude Eido et Carole Pilet. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Je vous rejoins pour la phase finale de cette rencontre. Je vais juste préciser 2 choses. La première, la question de monsieur sur les jeunes, et les jeunes futurs dirigeants notamment. Pour vous dire que quand on a lancé HLU début 2021, on pouvait pas mener toutes les batailles en même temps. Donc c'était la question qu'on appelle en économie sociale la théorie du changement. Quelle était notre théorie du changement? Sur quel levier on allait appuyer d'abord? Donc comme tu l'as dit Cyril, on a appuyé d'abord sur ceux qu'on le manche. Bon, ça veut dire on va se concentrer sur les nœuds de pouvoir. C'était un choix assumé. Et en même temps, depuis le début, Jean-Noël Torel, donc le fondateur de Naos et de HLU, m'a dit, Hélène, il faut qu'on crée une université, il faut qu'on crée un IAE de l'intelligence du cœur, il faut qu'on crée un DU de l'intelligence du cœur, il faut qu'on aille vraiment sur la formation initiale. Alors, on n'a pas rien fait, donc je vais vous dire ce qu'on a fait à date et ce qu'on aimerait faire. À date, ce qu'on a fait sur les jeunes futurs dirigeants, c'est une étude sur les imaginaires du leadership chez les jeunes, qui est dans votre sac. Donc c'est une recherche en sociologie menée par le cabinet Erado sur les nouveaux imaginaires du leadership chez les jeunes. Est-ce que les jeunes sont tant que ça différents de la génération qui les a précédés? Pas sûr. Voilà, donc je vous invite à la lire. Donc il y a la synthèse dans vos sacs sur de cette étude parce qu'on voulait savoir quels étaient leurs niveaux d'attente, d'expectation, d'attente, d'attente et d'envie sur ces sujets, et est-ce qu'on allait taper à côté ou pas, et est-ce qu'on pouvait influencer les imaginaires ou les pratiques. En réalité, donc dans cette étude, pour faire très court, il est long et difficile d'influencer les imaginaires. C'est des courants forts, des courants souterrains dans la société qui déplacent les imaginaires. Et en plus, le premier modèle de leader qu'un jeune a, c'est son père. Donc très souvent, c'est son père. Dans l'étude de sociaux dit que le modèle le plus fort de leader, on s'identifie beaucoup au modèle de leader de son père. Donc si son père était boulanger, on considérera que c'est le modèle de leadership désirable. Si son père était patron du CAC 40, on trouvera que c'est désirable. Ça veut pas dire qu'on va faire la même chose, mais ça veut dire que c'est extrêmement structurant dans les imaginaires du leadership chez les jeunes et que donc il y a une reproduction inhérente à un continuum générationnel, on va l'appeler comme ça. Et donc, on s'est dit que on allait attaquer certains bastions des futurs dirigeants, par exemple la fac de St Andrews en Écosse où ta fille, a étudié. Excuse-moi, c'est la fin de la matinée. Bon, et puis on s'est dit aussi qu'on allait attaquer les grandes écoles françaises en douceur, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs de changement déjà dans cet écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on allait apporter de plus ou de mieux? Donc je pense notamment au campus de la transition de Cécile Renoir, qui est génial, qui fait un très gros travail pour faire évoluer les contenus pédagogiques, former déjà les enseignants, faire pivoter les contenus réellement délivrés dans les grandes écoles. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on amène de neuf? À ce stade, on amène 2 choses. Des fiches, études de cas pratiques, des fiches pédagogiques recto verso et des vidéos que les enseignants peuvent utiliser librement ou que moi je délivre. Je donne des cours en grandes écoles aussi, donc je commence à rentrer dans les grandes écoles par là, aux mines, à l'EDEC et dans d'autres grandes écoles, pour diffuser les contenus existants de HLU. C'est-à-dire, on a produit de la matière pédagogique et nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse ouvrir des portes pour déjà aller diffuser ces contenus qui existent. Donc, des témoignages, des cas concrets, qui sont une matière à travailler. La deuxième chose qu'on fait, c'est des contenus en ligne gratuits. Tu l'as parlé de notre chaîne YouTube. Donc, celle-là, elle est accessible à tous. Et là encore, c'est ce dans quoi on a pu et su investir à date. Pour aller plus loin, on cherche des grands donateurs partenaires pour HLU. Donc, j'ouvre cette perspective en disant que pour pouvoir adresser correctement, avec la bonne voilure, le bon angle, les jeunes futurs dirigeants, il nous faudrait des co-partenaires pour enrichir le projet stratégique de l'université pour les 2 à 3 années qui viennent. Voilà. Pour pouvoir faire les 2 en même temps, les vieux et les moins vieux. Alors après, tu l'as dit, Barbara, dans les parcours, il y a du jeune. Il y avait tout à l'heure dans la salle Reda, qui est un jeune directeur associé de Seabird. Il n'est pas vieux du tout, Reda. Voilà, bon. Et donc, au sein déjà des promos existantes, on va dire, il y a un continuum de 35 à 60. Voilà. Mais bon, le très jeune, il faut l'adresser spécifiquement. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais partager avec vous, vous êtes tous invités, et on vous enverra l'invitation si vous l'avez pas déjà eu, à la soirée annuelle de HLU, qui a un plus grand format que celui-là.
150 personnes à l'Hôtel de l'Industrie, accueillie par Sylviane ici présente, qui est vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ça nous importe de faire vivre aussi ce lieu avec toi, en tout cas de l'occuper. Et la thématique de la soirée du 12 juin, ça sera quel discernement du dirigeant dans ses usages de l'intelligence artificielle. On fera témoigner Emery Jacquilla, donc qui est cofondateur de la communauté des entreprises à mission, sur quel choix fort il a fait sur les usages de l'IA, quelles sont les lignes rouges qu'il a mis, et quels sont les impacts de l'usage de l'IA sur le leader lui-même. Est-ce que vous allez perdre, par exemple, vos capacités intuitives si vous confiez tout à des modèles, par exemple? Est-ce que vous allez perdre de l'autonomie de décision? Est-ce que les fonds d'investissement vont vous dire tu dois performer comme ça ou pas parce que leur modèle a dit que? Donc, quels sont aussi les risques embarqués dans l'IA pour le leader lui-même? Voilà. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous êtes cordialement invités à la soirée du 12 juin à l'Hôtel de l'Industrie. Ça sera un bon temps fort d'échange et de débat. Je vois l'heure qui passe, donc ce que je propose, c'est qu'on poursuive les échanges autour du café pour ceux qui peuvent rester, bien entendu. Et vraiment, encore merci, comme tu l'as dit, Barbara, d'être tous venus ce matin.